il y a une usine comme celle-ci qui tourne 24 heures sur 24. Elle produit la boisson la plus consommée dans le monde, le Coca-Cola. Chaque jour, la multinationale vend près de 2 milliards de bouteilles. En 126 ans, la marque rouge et blanche a colonisé le monde, sans jamais révéler le secret de sa recette. Mais pourquoi ce mystère? Que cache-t-il? Que buvons-nous exactement? La multinationale refuse de donner sa recette, alors nous sommes partis sur les traces de ces ingrédients cachés. Notre enquête commence à Atlanta, la capitale mondiale du Coca-Cola. C'est ici que la boisson est née en 1886. À quelques centaines de mètres de son siège, la compagnie a érigé un musée à la gloire de la marque. C'est là qu'en 2011, Muhtar Kent, le PDG du groupe, a officiellement caché la recette de la boisson dans un coffre géant. Un coffre installé au cœur de ce qui ressemble à un parc d'attractions pour les fans de Coca. Merci à vous d'être venus et bienvenue dans le monde de Coca-Cola. Ce que cherche à montrer Coca-Cola, c'est son monde merveilleux, celui que l'entreprise a façonné en 126 ans d'existence. Un monde de bonheur, comme dans ses publicités. Ici, on pose en famille, avec l'emblème de la marque, le fameux ours polaire. Coca-Cola a accepté notre caméra à la condition que nous soyons escortés par le chef de la sécurité du musée et d'une attachée de presse. Qu'y a-t-il dans cette boisson pour que là, à cet instant, plus de 78 millions de personnes ouvrent tout un Coca-Cola dans le monde? Ici, le secret, on le cultive et on en joue. C'est même devenu un outil de promotion. Alors Coca-Cola ne lésine pas sur la mise en scène. Suivez-moi. A secret formula for the most deliciously different taste the world has ever known. A secret formula for all that is, was, and ever will be the heart of Coca-Cola. The secret formula for Coca-Cola is here. La recette originale est vraiment là? Oui, madame. Vous l'avez vue? Non, je ne l'ai pas vu, mais notre PDG l'a vu. C'est lui qui l'a mise ici. L'année dernière, on a fait une grande cérémonie pour les 125 ans de la marque. Et à cette occasion, il a placé la formule secrète dans ce coffre. Il l'a vue, donc il connaît la formule secrète? Je ne sais pas s'il la connaît, mais il sait où elle est. C'est une des rares personnes à pouvoir y accéder. Bon, on va vérifier. Je ne peux pas l'ouvrir, ça ne marche pas. Vous devez reculer. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Mais je veux savoir. Vous devez reculer. Vous avez déclenché l'alarme. Vous voulez dire que la sécurité va débarquer? Non, ce qui va se passer, c'est que ce sont des policiers qui vont arriver. Ah oui, ok, moi je les attends. Je crois que tout ça c'est surtout du spectacle. La recette est là, mais je ne peux pas vous la montrer. Alors qui dois-je contacter pour connaître la formule? Coca-Cola met fin à notre visite, nous n'en saurons pas plus. Nous ne sommes pas les premiers à tenter de percer le mystère de l'un des secrets industriels les mieux gardés au monde. Des concurrents de la marque, des fans et même des chimistes ont tenté d'analyser la célèbre boisson. Sans succès. Personne n'est parvenu à identifier la totalité de ces ingrédients. Jusqu'au jour où une radio américaine a annoncé une découverte incroyable. Nous pensons que nous avons trouvé la recette originale du Coca-Cola. Et je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas, la recette la plus secrète du monde. Je l'ai là. On l'a trouvée dans un vieux journal. C'est un journaliste, un certain Charles Selter, qui aurait publié la recette originale du Coca-Cola.
Charles Salter vit dans la banlieue d'Atlanta. Il est aujourd'hui à la retraite, après 25 ans passés dans le quotidien local. Voici mon atelier de pêche. C'est votre hobby? Pêcher, c'est ma passion. Pourquoi vous n'iriez pas chercher dans ces cartons là-bas? La formule est par là? Jetez un petit coup d'œil. Des cassettes. C'est peut-être ici? Non, là, c'est des vieilleries. Ça peut pas être ça, là? Yes. Voilà. C'est excitant. It's so exciting. So you think it's Vous pensez qu'elle est là? Ah, voilà la photo. Je l'ai prise en 1979. J'avais un ami qui vivait dans la région. Il tenait un drugstore à Gainesville. Et un jour, il me dit « Charles, il faut que tu vois quelque chose. » Et là, je vois un document intitulé « L'authentique Coca-Cola ». Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mon Dieu, j'ai l'histoire de l'année ». Ce document daterait de 1910. Il s'agirait d'une copie manuscrite en mauvais état de la recette originale. Première surprise, il y aurait de l'alcool dans le Coca-Cola, mais aussi des extraits de citron, d'orange, de coriandre, et tout en haut de la liste, un ingrédient très étonnant. What's that? C'est quoi ça? F-E, Coca. Extrait. Extrait de feuilles de coca. Ça a été une grande surprise pour pas mal de gens quand ils ont découvert cette liste d'ingrédients. Et je peux vous dire qu'à Atlanta, on en a beaucoup parlé. Je pensais que c'était vraiment un gros scoop. Mais Coca n'a jamais confirmé que c'était la formule originale. Personnellement, je suis convaincu que c'est la bonne formule. Mais ça fait partie de ces mystères, si difficiles à élucider. À l'origine, dans la recette, aurait donc figuré la feuille de coca et son dérivé, la cocaïne. Ce serait d'ailleurs pour cette raison que le soda s'appelle Coca-Cola. Mais pourquoi mettre de la drogue dans une boisson? La réponse est à 40 km de là, dans la ville de Columbus. C'est ici qu'a vécu John Pemberton, l'homme qui a inventé le Coca-Cola. Une jolie maison, transformée en musée, voici tout ce qu'il reste de l'histoire de ce pharmacien. Une histoire que l'on préfère oublier chez Coca-Cola. Qu'est-ce qu'il faisait ce pharmacien? Il a inventé différentes boissons. En voici quelques publicités ici. Il passait son temps à fabriquer des mixtures. À l'époque, les gens pensaient que les sodas soignaient toutes sortes de maladies. C'est pour ça qu'on trouvait les sodas dans les pharmacies. C'était un peu comme des médicaments. Et à la base, le Coca-Cola, c'était un médicament. Oui, Coca-Cola était un médicament et il contenait de la cocaïne au début. C'était censé vous soigner pour toutes sortes de douleurs, que ce soit à la tête, au ventre, toutes sortes de maladies en fait. Mais pourquoi Pemberton a mis de la cocaïne dans le Coca-Cola? Suite à ses blessures durant la guerre de sécession, il est devenu accro à la morphine. Et il est devenu ensuite dépendant à d'autres produits un peu moins dangereux que la morphine. Vous faites visiter cette maison à des classes, des enfants, et vous leur dites pas, en fait, qui était vraiment le docteur John Pemberton. Vous leur parlez pas de son problème avec la drogue, vous parlez pas de cocaïne? Non, on donne juste aux enfants des informations basiques sur Coca. On ne leur parle pas de la cocaïne. On préfère leur donner une image plus idéalisée de la cocaïne. Enfin, pardon, du Coca. Un pharmacien accro à la cocaïne qui met de la drogue dans sa boisson,
cela fait un peu tache dans le monde merveilleux de Coca-Cola. La marque rouge et blanche s'appelle toujours Coca-Cola comme au premier jour. Mais le célèbre soda contient-il encore de la feuille de coca? À New York se trouve le repère de l'un des rares Américains à oser défier la marque la plus puissante du monde. Ray Rogers est le fondateur du collectif Killer Coke. Depuis 10 ans, ce syndicaliste dénonce ce qu'il appelle la face cachée de Coca. Ramon, vous avez été viré et vous avez dû retrouver un nouveau boulot. Louis, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Autour de la table, une quinzaine d'employés ou d'anciens salariés des usines Coca-Cola de New York. Ensemble, ils ont porté plainte pour harcèlement moral et discrimination raciale. Ces ouvriers fabriquent le soda pour des millions d'Américains. Ils ne connaissent pas la recette, ils mélangent seulement le sirop de cola avec de l'eau, avant de le mettre en bouteille. Vous avez déjà entendu parler ou vu des feuilles de coca? On en a entendu parler, mais ils ne nous laissent jamais voir la production, car le sirop n'est pas fabriqué chez nous. Mais oui, on a entendu des choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a des produits utilisés qui sont dangereux? Sans aucun doute possible, oui. On reçoit le sirop dans des gros barils. Il y a une grille tout autour et un autocollant indiquant que c'est dangereux. J'ai vu un de ces barils s'ouvrir. Le produit a littéralement bouffé la peinture au sol. Ça l'a enlevé. En fait, c'est de l'acide très puissant. Les gens chargés de nettoyer ne pouvaient pas toucher ce truc avec les mains. Mais normalement, c'est juste du sucre et des arômes naturels. Non, 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 non. J'aimerais que ce soit ça. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils mettent dedans. Je ne comprends pas comment un gouvernement peut autoriser une entreprise à commercialiser un produit dont la recette est secrète. Nos enfants en boivent. Au fil de ces rencontres, Ray Rogers a découvert des informations embarrassantes pour le géant Coca. Il nous emmène loin des beaux quartiers de New York. Direction, l'un des ports du New Jersey. Selon lui, c'est ici que la compagnie continuerait d'importer en toute discrétion l'ingrédient préféré du pharmacien Pemberton. Impressionnant, non? C'est ici qu'ils reçoivent les feuilles de coca qu'ils importent de Bolivie et du Pérou. Ça arrive ici? Oui, ça arrive ici. Les feuilles de coca ne sont autorisées dans ce pays que pour 2 raisons. 1, pour les préparations médicales. Et l'autre, c'est pour Coca-Cola, qui l'utilise dans certaines de ses boissons. Et à ma connaissance, c'est la seule façon d'importer légalement de la feuille de coca de Bolivie et du Pérou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, en dehors des laboratoires pharmaceutiques, Coca-Cola est la seule entreprise à pouvoir importer de la feuille de coca ici. Oui, Coca ne veut pas l'admettre, mais ils en utilisent encore dans certaines de leurs boissons. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font avec? Pourquoi est-ce si important dans leur boisson? Et pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Car si vous regardez sur leur bouteille, vous ne verrez jamais cet ingrédient. C'est écrit nulle part, non? C'est intéressant, parce que selon moi, s'ils cachent leurs recettes et qu'ils parlent de recettes secrètes, c'est justement à cause de la feuille de coca. C'est probablement un des secrets qu'il ne faut pas dévoiler. Il y aurait donc toujours de la feuille de coca dans le soda le plus vendu au monde. Mais d'après Ray Rogers, les feuilles ne seraient utilisées que pour leur arôme, leur goût amer. Pour se débarrasser de la cocaïne, la firme d'Atlanta ferait appel à une entreprise spécialisée, la Stepan Company. Hello, madame. Bonjour madame, j'ai appelé plusieurs fois et je n'ai eu personne. J'aimerais savoir si c'est bien ici que vous transformez la feuille de coca.
Je vais voir si quelqu'un peut vous répondre. Thank you. Non, nous n'avons pas le droit de parler de nos clients ici. Donc, personne ne peut me dire si vous importez bien de la feuille de coca du Pérou? On ne parle pas de nos clients. On ne peut pas vous aider. Et il n'y a pas de responsable? Bon, merci. Au revoir, passez une bonne journée. Il n'y a pas moyen? Mais quand même, je pense que j'ai le droit de savoir, non? Merci, au revoir. Visiblement, il n'y a pas que chez Coca qu'on a le goût du secret. Bonjour monsieur, vous venez d'amener des feuilles de coca dans l'usine? Monsieur, est-ce que vous allez chez Coca-Cola? Je ne vais pas chez Coca, mais ma cargaison va chez Coca. Pourquoi? Stéphane importe de la feuille de coca, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que vous transportez? J'ai des barils de liquide. Quel genre de liquide? Je sais seulement que ça va chez Coca. C'est peut-être du sirop, j'en sais rien. Vous ne savez pas ce que c'est? C'est un liquide alimentaire. Je veux savoir ce que je bois, donc je cherche à connaître les ingrédients. Ils ne nous laissent pas savoir. Oui, c'est secret. Bien sûr, comme toujours. Stéphane fournirait donc un mystérieux liquide à Coca-Cola. Mais ce produit a-t-il oui ou non un lien avec la feuille de coca? Excusez-moi, vous vivez ici? J'habite à côté. Est-ce que vous connaissez Stéphane? Ouais, je connais. Vous savez ce qu'ils font? Il y a longtemps, j'y travaillais. Il faisait de la cocaïne. Il faisait de la cocaïne? Je vous parle de ça il y a 15 ans. Il faisait de la cocaïne. C'est ce qu'on m'a dit. Et maintenant, vous savez ce qu'ils font? Je travaille plus là-bas. Coca-Cola continue d'utiliser de la feuille de coca. Oui, bien sûr. Et on m'a dit que c'était ici qu'elle était transformée. C'est possible, puisqu'ils fabriquent de la cocaïne pour les labos pharmaceutiques. En somme, ce que ne veut pas dire Stéphane, c'est que de leur usine sortent des camions qui vont chez Coca-Cola. Il n'y a plus de cocaïne dans le soda, mais la célèbre boisson contiendrait de l'extrait de feuilles de coca. Pourquoi le leader mondial du soda cherche-t-il à dissimuler cet ingrédient? Après 2 mois de demandes d'interview, 12 appels et 21 mails, Coca-Cola États-Unis va nous donner la même réponse que sa filiale française. Oui, Amanda, désolée. Je ne vous entendais pas avec mon téléphone portable. Je voulais simplement vous dire que vous n'aurez aucune interview de la part de la compagnie aux États-Unis. Vous êtes en train de me dire que je ne pourrai parler à personne chez vous aux États-Unis, c'est bien ça? Oui, c'est exact. D'accord, je vois. Merci d'avoir essayé. Coca-Cola est la boisson la plus vendue au monde, mais ses consommateurs n'ont pas le droit de savoir ce qu'ils boivent. Aux États-Unis, la marque est pourtant de plus en plus montrée du doigt. Pas à cause de la formule secrète, mais au sujet d'un ingrédient que cette fois-ci tout le monde connaît. Vous ne mangeriez jamais 16 sachets de sucre. Pourquoi les boire alors? Il y a 16 sachets de sucre dans un demi-litre de soda. À l'autre bout du pays, un État a déclaré la guerre au soda. En Californie, il est désormais interdit de vendre des boissons sucrées dans les lieux publics ou dans les écoles. Il faut dire que 40% des Californiens sont en surpoids ou obèses. Mais on ne change pas si facilement l'American Way of Life. Les anti-sodas ont face à eux des machines de guerre comme Coca, qui dépensent des milliards de dollars en publicité. On y va. Harold Goldstein est le leader californien des anti-Coca. Pour lui, la bataille est loin d'être gagnée, car tous les moyens sont mis en œuvre pour que les Américains consomment toujours plus de soda. Je voudrais un Coca, un grand s'il vous plaît. Regardez la taille de mon verre d'eau qui arrive. Et voilà mon eau.
Ah oui, c'est tout petit. Hein. Ok. Ok, thank you very much. Et je peux... Vous pouvez en reprendre gratuitement autant de fois que vous voulez. C'est un gros problème. C'est ça le problème, hein. Je peux en avoir autant que je veux. Je peux venir m'en servir quand... Servez-vous copieusement, et si ça ne vous suffit pas, revenez et prenez-en encore. C'est un déjeuner équilibré, ça. Vous avez suffisamment de calories, ça va? C'est un demi-litre, ça. Oui, c'est même un peu plus. C'est 75 centilitres. Un Américain boit en moyenne 170 litres de soda par an. 170 litres, ça représente 20 kilos de sucre. Mon fils pesait 20 kilos à l'âge de 5 ans. Donc l'Américain moyen boit l'équivalent d'un enfant de 5 ans par an. C'est un tsunami de boissons sucrées. C'est quoi l'intérêt pour les grandes compagnies de soda d'augmenter la taille? Parce que c'est toujours le même prix, c'est très peu cher. Donc c'est quoi leur but? Pourquoi ils veulent augmenter les quantités? Je pense que tout ce qu'ils font, ils le font pour augmenter leurs ventes. Si vous en buvez beaucoup aujourd'hui, il y a de grandes chances que vous en buviez plus demain. Donc ça peut être une bonne affaire d'acheter un litre de soda dans un restaurant, mais quand vous allez aller au supermarché, vous allez le payer bien plus cher. Leur seule motivation, c'est de gagner toujours plus d'argent. C'est leur boulot, c'est normal. Mais c'est la première génération d'enfants aux États-Unis qui risquent de vivre moins vieux que leurs parents. On doit trouver une solution pour contrer ces boissons sucrées. On le doit. La vie de nos enfants en dépend. Il y a 50 ans, nous buvions 4 verres de coca par an. Aujourd'hui, les boissons sucrées sont en train de remplacer petit à petit l'eau et le lait. Les sodas sont même devenus la première source de sucre et de calories dans l'alimentation des Américains. Il y a quelques mois, l'un des plus grands spécialistes de l'obésité a alerté l'opinion mondiale. Selon le Dr Lustig, le sucre qu'on aime tant dans les sodas est tout simplement un poison. Est-ce que vous pouvez me montrer l'équivalent de sucre qu'il y a dans cette canette? Est-ce qu'on peut voir combien ça fait? Cette canette contient 39 grammes de sucre. Une cuillère à café, c'est 4 grammes. Donc en gros, elle contient 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oh là là. et 10. Ça, c'est la quantité de sucre contenue dans cette canette. Donc quand je bois ça, j'ingurgite en fait cette quantité de sucre. Exactement. Aucune différence. Okay. Absolument. La raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à arrêter de consommer ces boissons, c'est parce que le sucre a un impact sur une partie précise du cerveau. Et ça devient difficile d'arrêter. C'est pour ça que nous avons des enfants et des adultes qui ont une vraie dépendance au sucre. Ça affecte le mécanisme de la récompense. La même zone que la nicotine, la cocaïne, les amphétamines, l'héroïne, la morphine. Ça provoque le même effet. Le besoin augmente en permanence. Car le problème, c'est que plus vous en prenez, plus le neurotransmetteur dans le cerveau, la dopamine, se met en marche. Et plus le système a besoin de doses importantes pour provoquer le même effet la fois d'après. Et ce phénomène s'appelle la tolérance. Quand vous arrêtez de consommer, vous avez des symptômes physiologiques. Et c'est la combinaison de tout ça qui fait que vous devenez dépendant. Aujourd'hui, on sait que le sucre fait exactement le même effet que toutes les autres drogues, en plus faible, bien sûr. Moi, je vois de plus en plus d'enfants, même très jeunes, boire du Coca-Cola. C'est quoi l'effet sur leur santé? C'est terrible. C'est un désastre qu'on constate tous les jours. Dans les cliniques pour obèses, les gamins ont des taux de lipides identiques à ceux que l'on voit habituellement chez des patients de 65 ans.
Toutes ces maladies d'adultes dues à la vieillesse, on les voit maintenant chez des enfants âgés de 8 à 10 ans. C'est un désastre. Le diabète de type 2, par exemple, est spécifiquement lié à la consommation de sucre, et on travaille là-dessus. Vous avez l'air très en colère contre cette industrie. Je soigne des enfants obèses. Je soigne des enfants qui vont mourir jeunes. Ils vont perdre 20 à 30 ans d'espérance de vie. Et ils vont coûter à ce pays 192 milliards de dollars de perte de productivité. Il n'y aura plus d'assurance maladie en 2024. La sécurité sociale ne pourra plus suivre. J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Je suis médecin et mon rôle est de soigner des gens. Et je ne peux pas le faire si l'industrie alimentaire les détruit. Oui, je suis un peu en colère. Combien d'années allez-vous perdre si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour? Environ 20 ans. C'est à peu près la même chose si vous buvez 2 canettes de soda par jour. Donc, un coca, tout le monde s'en fout. 10 000 coca, vous allez mourir. Pour faire passer le message auprès des jeunes, la Californie multiplie les campagnes publicitaires, quitte parfois à choquer. Voici vos sodas. Et votre obésité. Vos maladies cardiaques. Et votre accident cérébral. Attendez, vous ne voulez pas votre diabète aussi? Face au silence de Coca-Cola, nous avons voulu connaître le point de vue de l'industrie du soda. À Sacramento, nous avons rendez-vous avec son porte-parole, un avocat qui défend les intérêts de tous les marchands de boissons sucrées. Ces 30 dernières années, la consommation de boissons sucrées a doublé, la taille des gobelets a triplé. Donc, pour vous, il n'y a aucun lien entre l'obésité et les sodas? Je ne crois pas que consommer un soda, comme vous le dites, signifie forcément que vous allez manger n'importe comment, ou que vous allez en boire des litres. Vous savez très bien que c'est calorique, et que vous devez gérer votre alimentation en conséquence. Donc, on n'encourage pas les gens à surconsommer du sucre ou quoi que ce soit. On n'encourage pas les gens à surconsommer nos produits. Mais nous croyons que boire des sodas avec modération est parfaitement sain. Pour vous, les gens qui sont dans les hôpitaux en ce moment, les gens qui souffrent d'obésité, de diabète, sont des gens qui n'ont pas fait assez attention, ils n'ont pas consommé modérément du Coca-Cola et c'est ça le problème? Enfin, Coca-Cola ou d'autres boissons? Avons-nous une responsabilité dans tout ça? Je pense que nous sommes responsables de nos produits et du fait de proposer différents choix aux consommateurs. Mais je ne crois pas que nous soyons responsables des cas d'obésité. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est 5, 6, 7, 10 cuillères de sucre par canette. Est-ce que vous pensez toujours que c'est bon pour la santé? D'après vous, hein, je vous pose la question. Je pense que nous faisons tous des choix quotidiennement. Certains prennent des cafés au lait avec un supplément de crème et ils rajoutent du sucre. Ils en prennent plusieurs fois par jour avec autant de sucre. Je pense qu'on doit être conscient de ça. Et je pense que l'industrie fait tout ce qu'elle peut pour en informer les gens. Et je crois que c'est la meilleure réponse à tout ça. Est-ce que je pense que c'est mauvais? Non, je ne pense pas que ce soit mauvais, si c'est ce que vous me demandez. Et si vous voulez arrêter ça, il y a d'autres boissons qui ne contiennent pas de sucre. Est-ce que la solution, c'est ça? Est-ce que la solution, c'est les soda light, les cola light? Parce que du coup, il n'y a plus de sucre, donc il n'y a plus de problème. Tout le monde veut savoir pour les édulcorants. Moi le premier. J'aimerais bien savoir si c'est la solution. Mais il y a un problème. On ne sait absolument rien à leur sujet. On ne sait pas comment l'aspartame agit sur votre système énergétique ou sur votre métabolisme. On ne sait rien de tout ça. On n'a aucune donnée, et tant qu'on ne les a pas, je ne peux rien vous dire, car je suis un scientifique. Comment pourrais-je vous dire que les soda light sont une solution?
On ne sait absolument rien sur les édulcorants. Et pour l'instant, ça reste un mystère. En gros, les consommateurs ont le choix entre boire du sucre, en étant certain qu'à haute dose c'est dangereux, ou boire des soda light, en étant sûr de rien. Dans les deux cas, il y a un ingrédient auquel ils ne pourront pas échapper. C'est le E150D, plus connu sous le nom de colorant caramel. C'est lui qui donne à tous les colas leur couleur si caractéristique. Un colorant controversé en Californie. Coca-Cola et Pepsi ont même dû modifier leur formule dans cet État américain. Le scientifique à l'origine de ce nouveau scandale a accepté de nous rencontrer dans ce diner. Il y a 5 ans, il a été prouvé que le colorant caramel contenait un élément cancérigène. Ce que les fabricants de ce colorant font, c'est qu'ils prennent du sucre, y ajoutent de l'ammoniac, puis des acides, et mélangent le tout à haute pression. Ça crée la couleur caramel, mais ça crée aussi de nouvelles molécules. L'une de ces molécules est connue sous le nom de 4-MI. Dernièrement, des études ont démontré que ce composant provoque des cancers chez les animaux et très probablement chez l'homme. L'État de Californie a dit à l'industrie du soda qu'elle serait obligée de mettre un avertissement sur leur boisson tant que celle-ci contiendrait ce composé. Ça causerait quoi comme cancer, ce colorant caramel? A priori, cela provoquerait la leucémie. Il y a quelques semaines, nous lui avons demandé d'analyser des canettes de coca achetées en France. Car visiblement, la recette varie en fonction des pays. Et en ce qui concerne la France, ça veut dire que le niveau qu'il y a dans les canettes que je vous ai envoyées est supérieur au seuil fixé par les Californies. Voici la limite californienne. Elle est désormais de 29 microgrammes pour une canette. Les canettes françaises de Coca-Cola classique contiennent, elles, 79 microgrammes, soit plus de 2 fois ce seuil autorisé en Californie. Et les 2 canettes de Coca Light dépassent presque 3 fois cette limite. La Californie exigerait un avertissement sur la canette du genre « Ce produit est, selon l'État de Californie, susceptible de provoquer des cancers chez les animaux ». Ce ne serait pas une bonne pub. À ce jour, seule la Californie s'est attaquée à ce colorant chimique. En Europe, du côté des autorités sanitaires, pas d'inquiétude. Sur le continent américain, Coca-Cola est de plus en plus controversé à cause d'un autre ingrédient, et pas n'importe lequel, le principal, l'eau. Il en faudrait en moyenne 3 litres pour faire 1 litre de Coca-Cola. À San Cristobal au Chiapas, l'eau, ce n'est pas ce qui manque. Cette région est le réservoir du Mexique, un paradis pour un fabricant de soda. Ce n'est donc pas par hasard si dans les années 80, la firme américaine a choisi d'installer ici l'une de ses usines. Coca-Cola s'est installé ici pour pomper l'eau de la région. Il puise directement dans la nappe phréatique de San Cristobal. C'est le réceptacle de 2 volcans, le Huitepec et le Santeguitz. Et c'est ici, en sous-sol, qu'est stockée la majorité de l'eau. Ils sont installés stratégiquement pile sur le manteau phréatique. Ils extraient environ 750 000 litres par jour. C'est quoi? C'est l'équivalent de quoi? Ce volume d'eau permettrait d'alimenter 10 000 habitants de la ville tous les jours. Mais j'imagine qu'avec le nombre de litres d'eau qu'ils prélèvent chaque jour,
Ils doivent payer très cher et dédommager la région pour tout ça, non? Non, pas vraiment. Ici, la gestion de l'eau n'est pas vraiment très équitable. Aujourd'hui, on ne connaît pas les chiffres, mais en 2003, ils ont payé environ 25 000 € pour l'année. C'est ridicule. 25 000 € pour des centaines de millions de litres d'eau. Le principal ingrédient de coca ne coûterait ici quasiment rien à la compagnie. D'après Antonino, si le géant américain est si bien traité au Mexique, c'est grâce à Vicente Fox, le président du pays jusqu'en 2006. Avant d'être élu, il était PDG de Coca-Cola Mexique. Coca-Cola prélève de plus en plus d'eau et depuis quelques années, les pénuries se multiplient dans la région. Ici, il y a 5 communautés qui utilisent l'eau de cette nappe. Et depuis l'installation de l'usine, j'ai fait des recherches avec eux. Et ce qu'ils me disent, c'est que depuis qu'il y a l'usine, leurs ressources en eau ne cessent de diminuer. Les premières familles touchées se trouvent à Ocotal, sur les flancs du volcan, juste au-dessus de l'usine de coca. Bonjour Thomas. Thomas est le chef de la communauté. 10 personnes vivent dans cette maison. Depuis quelques années, leur quotidien est devenu une galère. Il n'y a pas d'eau. Et c'est comme ça tout le temps? Quand les nappes sont basses, on reste sans eau. Au-dessous d'un certain niveau, ici, on ne peut plus avoir d'eau. Et alors comment vous faites quand vous n'avez pas d'eau? On se débrouille avec des seaux, on va au puits, on prend des seaux. Ils ne sont pas là. On les prend pour laver le linge, la vaisselle, ou pour faire à manger. Les coupures d'eau sont de plus en plus longues. Alors à Ocotal, on est heureux quand il pleut. On prend cette eau et on la met là. On la prend cette eau, on la sort d'ici et on la boit. Ok? Ça va, c'est pas... Bah, ça nous désaltère. D'accord, mais vous n'êtes pas malade quand vous buvez cette eau? Nous les adultes, ça va. Mais pour les enfants, ça pose un problème. Ils ont mal à l'estomac, ils vomissent, ils ont la diarrhée. Ah oui. D'accord, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de leur donner cette eau. Non, on n'a pas le choix. Mais au moins, on n'a plus soif. Privés d'eau dans une région qui en regorge, les habitants d'Ocotal ont contacté Coca-Cola. Mais la multinationale affirme qu'il n'y aurait aucun lien entre ces pompages intensifs et la pénurie d'eau. Comble de l'ironie, quand il n'y a plus d'eau au village, les enfants boivent du soda. C'est une histoire sans fin, celle d'un piège qui se referme sur les Indiens du Chiapas. Les Mexicains sont devenus les plus gros consommateurs de coca au monde. Et au Chiapas, on atteint des records. Près de 3 canettes par habitant et par jour. Quand on veut boire quelque chose dans le coin, il n'y a pas vraiment le choix. Marcos Arana est médecin. Il dénonce l'omniprésence de coca, un fléau qui affecte tout un pays. Ça a été quoi le déclic? Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette boisson? Je suis venu au Chiapas pour travailler auprès des réfugiés sur les problèmes de malnutrition. Je me suis aperçu que c'est dans les 2 premières années de la vie qu'on définit les habitudes alimentaires. Et ici, les mères donnent des sodas à cet âge-là à leurs enfants. Et donner tant de sucre si jeune provoque fatalement une addiction au sucre. On dit quoi? On dit qu'il y a eu une coca-colonisation du Mexique? Oui, c'est un terme qui a été employé par le rapporteur spécial des Nations Unies l'an dernier.
Il a été impressionné par la coca-colonisation du Mexique. Si vous voulez m'aider, Je vais le faire. cliquez à chaque fois que vous voyez un point de vente. D'accord, donc je clique dès que je vois une boutique qui vend du coca. Alors là, il y en a une. Ok, pour l'instant, il y en a un. Ah, deux. C'est incroyable. 4. C'est incroyable parce qu'elles sont à côté. 5. Tenez, regardez, il y en a un autre ici. D'accord, alors là, on est donc en plein milieu des montagnes, à 2500 mètres d'altitude. Et on a fait quelques centaines de mètres et on a déjà vu 7 boutiques qui vendent du Coca-Cola. 8. C'est terrible. Il n'y a rien d'aussi facile à trouver que le coca. Vous voyez, c'est le nom de la ville dans une bouteille de coca. Mais comment c'est possible ça? C'est possible et c'est terrible. Regardez, il y a encore 2 boutiques côte à côte. On en a combien là? Là, j'en suis à 166. En 42 km. C'est incroyable. Un pays repeint en rouge et blanc, le modèle économique parfait pour Coca-Cola. Jusque dans les villages les plus reculés du Chiapas, la multinationale a mis en œuvre une stratégie commerciale imparable. Et le Coca-Cola, c'est ce que vous vendez le plus? Oui. Au mois, j'en vends environ 8 caisses. Et 10 caisses quand il y a du monde. Au moins, hein. Et les frigos? Ils sont loués. C'est une prestation. Je ne peux pas dire qu'ils me les ont offerts, parce que c'est une location tant que je vends leurs produits. Est-ce que dans le frigidaire, vous avez le droit de mettre des produits qui ne sont pas des produits Coca-Cola? Non. Seulement des produits de coca. Tous les produits qui sont à l'intérieur viennent de la société Coca-Cola. Uniquement les produits de Coca-Cola. Si les gens veulent boire quelque chose de frais, ils doivent acheter des produits Coca-Cola. Exactement. C'est comme ça. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Merci. Au revoir. Donc là, il y a même des... Marcos, des bouteilles de 3 litres. 3 litres, c'est quoi? 21 pesos, ça fait 1,20 €. 1 litre de coca pour 7 pesos, alors que l'eau est à 8. Le litre d'eau est à 8 pesos, donc 3 litres, ça fait 24 pesos. Et on compare avec le coca qui fait 21 pesos. Le Coca-Cola est moins cher que l'eau. Mais c'est ça le problème. Oui, c'est moins cher que l'eau. Et ce que dépensent les gens dans le coca, c'est de l'argent en moins pour acheter les produits de base. Aujourd'hui, les Indiens du Chiapas ne peuvent plus vivre sans coca. À tel point que la marque a même réussi à s'imposer dans la religion. Elle remplace désormais le poch, la boisson traditionnelle des cérémonies sacrées. Dans cette famille, la prière du jour est dédiée au petit garçon qui a de la fièvre. Pour satisfaire les dieux, pas moins de 7 bouteilles de coca en offrande. Le poche, c'est l'alcool local. Avant, ça servait à chasser les mauvais esprits. On l'utilisait pour ça. On en faisait don pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. Et maintenant, on y a rajouté le Coca-Cola. Ce sont nos croyances. On croit que ça chasse le mal. Et on voit ça partout dans le Chiapas. Au Guatemala, dans toute la région. C'est notre culture maintenant. Le Coca-Cola, ça permet de chasser les esprits parce que du coup on rote et donc l'esprit est chassé du corps, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. C'est notre croyance. Et Coca s'en est emparé il y a 30 ou 40 ans. Au Mexique,
70% de la population est déjà en surpoids ou obèse. Selon l'Observatoire mexicain de la santé, en 2020, ce sera 100% de la population. Retour à Atlanta. Aujourd'hui, c'est la grand-messe annuelle pour Coca-Cola, l'assemblée générale du groupe. C'est notre dernière chance d'obtenir des explications. L'événement est réservé aux actionnaires. Nous avons donc acheté 2 actions pour entrer. Les caméras sont interdites, mais nous avons récupéré les images Internet que Coca transmet à ses actionnaires dans le monde entier. Ladies and gentlemen, please welcome Muhtar Kent. En 2011, nous avons augmenté notre gamme de produits de 4% et nos ventes globales de 8%. Au total, Coca-Cola, votre compagnie, a généré 47 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier. Plus les gens boivent du coca, plus les bénéfices sont en hausse. Et ça fait plaisir aux actionnaires. Je ne serai pas en mesure de répondre à toutes vos questions, mais je vais donner la parole au plus de gens possible. Le président de Coca va choisir 6 actionnaires au hasard dans la salle. Coup de chance incroyable, nous en faisons partie. Monsieur le Président, voici Olivia Mokiejewski. Bonjour, Monsieur le Président. Je viens de France pour être avec vous aujourd'hui. Monsieur Kent, vous êtes probablement l'une des rares personnes dans le monde à savoir ce qu'il y a dans le coca. Les consommateurs comme moi n'ont pas cette chance et ne savent pas ce qu'ils boivent. Le peu d'informations disponibles sur cette recette pose une seule question. Que buvons-nous? Vous dites, monsieur, vouloir faire de ce monde un monde meilleur. Alors pourquoi utilisez-vous autant de sirop de sucre, alors que tous les chercheurs indépendants affirment que c'est dangereux pour la santé? Pourquoi utilisez-vous un colorant caramel chimique, alors qu'il en existe des naturels? Pourquoi prélevez-vous autant d'eau au Mexique et en Inde? Et enfin, pourquoi ne dites-vous pas que vous utilisez toujours de la feuille de coca dans votre recette? Merci, monsieur, pour votre attention. Merci d'être venu de France pour assister à notre Assemblée générale. Je tiens à vous dire clairement que nos 3000 produits sont sains. Nous sommes fiers de la qualité de tous ces produits. Nous sommes fiers de nos standards de fabrication, qui sont souvent bien supérieurs aux normes légales des pays, de tous les pays dans lesquels nous les produisons. En 2 minutes et 15 secondes, Muhtar Kent n'a pas vraiment répondu à nos questions. Pendant ce temps-là, son groupe a écoulé près de 3 millions de boissons supplémentaires dans le monde. À la fin de l'Assemblée générale, nous avons retrouvé Ray Rogers, le fondateur de Killer Coke. Comme tous les ans, il est venu poser aux géants d'Atlanta des questions qui fâchent. Comme chaque année, il n'a pas obtenu de réponse. Alors pour se faire entendre, il a décidé d'aller directement au siège de Coca-Cola, avec quelques militants. C'est le siège, et nous voulons rentrer à l'intérieur et parler à un responsable. Dites-leur, c'est mon droit, je suis actionnaire. Je veux un rendez-vous. Un rendez-vous avec qui? Avec n'importe quel responsable. On va vous demander de partir, d'aller de l'autre côté de la rue. Il y a un policier ici pour vous empêcher de bloquer l'entrée. Vous êtes actionnaire? Non, je ne le suis pas. Il n'est pas actionnaire. Il est qui, lui, pour me dire ce que je dois faire? Le plus important pour nous, c'était qu'on soit présent pour l'Assemblée générale, qu'on signale notre présence et qu'il existe des images pour montrer qu'il se passe des choses, même ici, à Atlanta, le berceau de Coca-Cola. Et si vous regardez,
Nous sommes épaulés de quelques indignés d'Atlanta et on demande une entrevue. Et s'ils nous arrêtent, eh bien nous reviendrons plus nombreux la prochaine fois. Et on leur rendra la tâche plus dure encore. Donc c'est un peu David contre Goliath. Mais ici, nous sommes des centaines de David. Après 6 mois d'enquête, nous avons percé une partie du mystère de la recette. Nous avons surtout découvert l'autre facette du monde Coca-Cola. Celle qu'on ne voit jamais dans les publicités. Une face cachée, derrière le mythe de la formule secrète. Un marketing du mystère qui permet de ne pas répondre aux questions que des milliards de consommateurs ont le droit de se poser.